Il est 16h45, c'est l'heure de votre grand dossier. Bienvenue sur LCI. À la une, l'Ukraine et la Russie qui redoublent d'intensité dans leurs attaques. Guerre des drones, guerre de l'énergie. On fera un point sur le rapport de force. La guerre qui devient aussi de plus en plus concrète pour la population russe, malgré les tentatives de Poutine de cacher la réalité. Impact sur les vacances, impact à la pompe. Ils deviennent, les Russes, les témoins directs de cette guerre. Et puis on parlera des espions ukrainiens, des espions russes et puis de la vigilance des autorités françaises. À moins d'un an de la présidentielle, les opérations d'ingérence russe commencent à se faire plus offensives. Dos au mur, Poutine est-il encore plus dangereux? C'est notre grand dossier ce soir. Et on va commencer avec ces images qui indignent les autorités ukrainiennes. Images d'un drone russe qui mène une chasse à l'homme. C'est à Kherson. Vous le voyez, la charge explosive du drone a explosé et ce civil ukrainien souffre de blessures et d'une commotion cérébrale. À Kiev, on retrouve notre correspondant Guillaume Ptak. Alors par les dirigeants, oui, comme vous le disiez un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha s'est déjà emparé de la question. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette vidéo, ce n'est que l'une des dernières en date d'un phénomène qui est déjà largement documenté en Ukraine par des journalistes ukrainiens et étrangers, qui est qualifié de safari humain dans la région de Kherson, où depuis des années à présent, la Russie tue et blesse impunément des civils. Des pilotes de drones russes s'entraînent sur la population civile. Ces images que vous voyez souvent sont partagées d'ailleurs sur la chaîne Telegram par les Russes eux-mêmes, qui se vantent des victimes qu'ils font au sein de la population civile de Kherson, qui essaient ainsi d'inciter la population à quitter les lieux. Là encore, ce n'est pas de l'artillerie, c'est un drone FPV, donc l'opérateur voit directement qui il vise, dans quelles conditions il frappe. Et on rappelle qu'à Kherson, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des services d'urgence, des autobus qui ont été visés également. Donc malheureusement, ces images ne sont que les dernières en date d'un phénomène qui avait poussé même le commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies en mai 2025 déjà à produire un rapport qui accusait la Russie, et je cite, de crimes contre l'humanité dans la région de Kherson. Et je salue les invités qui m'accompagnent pour ce grand dossier. Hélène Bonnet est avec nous, journaliste internationale LCI. Vincent Hugeux, merci de nous avoir rejoint, grand reporter et essayiste. Et le colonel Père de Jong, consultant défense et géopolitique LCI. Père de Jong, vous avez déjà vu ce type d'image de drone russe qui traque finalement des civils ukrainiens? Il y a des centaines de films comme ça sur Facebook, etc. Il y a des centaines de films comme ça. Alors, du côté russe et du côté ukrainien, la grande différence là, du côté russe, c'est qu'en fait, ils tuent des civils. Le mot entraînement est un mot catastrophique. Est-ce qu'on s'entraîne pas sur des gens, enfin sur les civils? Enfin, c'est abominable. Donc il y a une espèce de décalage incroyable, d'autant qu'on sait que les pilotes de drones sont des gens extrêmement jeunes, de façon générale, pas très bien formés, des gens très jeunes. Pourquoi? Parce qu'il faut être capable d'être extrêmement froid et de manipuler, si vous voulez, le joystick, pour faire court, en direction de la cible. Donc ce sont des joueurs dans le temps, dans l'armée française, on recrutait des joueurs de jeux vidéo parce qu'ils étaient extrêmement stables et ils avaient l'habitude, en fait. Donc c'est des gens extrêmement jeunes qui font ça. Donc vous imaginez le désastre psychologique que ça représente pour tout ça. Ceci étant dit, c'est vrai que les Russes mènent une guerre qui est... Alors, le mot crime contre l'humanité est un peu fort. Un crime de guerre suffit en soi, déjà. C'est juste une catastrophe. Rappelez-vous Boutcha, tout ça, c'est pas les crimes contre l'humanité, c'est des crimes de guerre. Et d'ailleurs, crime de guerre, c'est le mot utilisé par le chef de la diplomatie ukrainienne aujourd'hui, qui dénonce un crime de guerre barbare. Vincent Hugeux, est-ce que vous êtes d'accord avec le colonel quand il dit on voit ces scènes des deux côtés, mais la différence, c'est la nature de la cible? Oui, je souscris tout à fait à ce distinguo qui est essentiel. On a vu effectivement des vidéos où des soldats russes affolés, isolés, saisis par la panique, fuient une opération de traque analogue. La différence de nature, c'est qu'il s'agit là de militaires qui participent à une agression sur un territoire réputé souverain. Au-delà de ça, une brève réflexion sur le concept de cruauté. Au fond, ce qu'on voit là, 4 ou 5 Boutcha plus tard, c'est juste une version plus sophistiquée
d'une cruauté qui est normative dans l'armée russe. Il s'agit bien sûr de briser le moral de la population ukrainienne, et on est d'autant plus féroce que la résilience ukrainienne suscite une exaspération croissante. Et puis, il y a au sein des unités russes, notamment des forces dites spéciales, etc., une émulation assez funeste dans justement la cruauté. Lequel aura le culot, pour ne pas employer une autre métaphore, d'aller le plus loin dans cette sauvagerie et cette barbarie. Et tout ça, ça s'inscrit aussi dans un contexte d'impunité. Ces jeunes gens sont absolument persuadés qu'ils ne risquent rien. Donc, ils ont un mépris absolu pour tout concept moral, ça va de soi, mais aussi, justement, pour toute crainte par rapport au droit de la guerre, dont d'ailleurs, ils se moquent comme de leur première calache. Donc, si vous voulez, quand vous mettez dans le même shaker tous ces ingrédients et que vous secouez très fort, ça donne ça. Ouais. Hélène, il y a aussi un élément, c'est la technologie, c'est-à-dire que les personnes qui pilotent ce drone, ils sont pas face à leurs victimes, ils sont derrière des manettes. Oui, et ça déshumanise aussi beaucoup. Moi, j'avais vu, quand j'étais à Kherson, on avait suivi une équipe de dronistes. Je me souviens que l'un d'eux m'avait montré les vidéos d'un soldat russe qui était, en l'occurrence, c'était un soldat qui était ciblé, qui était déjà blessé. Et le soldat ukrainien me montrait le moment où, finalement, il avait achevé ce soldat russe. En rigolant presque. Et à l'époque, nous, ça nous avait choqués parce que c'est vrai que ce sont des réactions qu'on n'a pas quand on observe quelqu'un, une sorte de mise à mort. Ça, c'était dans le cas de dronistes ukrainiens qui traquent des soldats russes. Et on trouvait que c'était déjà une forme de déshumanisation, de mise à distance de la mise à mort. Alors, imaginez, après plusieurs années de guerre, imaginez cette fois, effectivement, des Russes qui font ça avec des civils. Et là, on a même une forme de jeu parce que on voit le drone poursuivre la personne qui essaie de se mettre à l'abri. Donc ça va encore plus loin. Et effectivement, là, on est dans le cadre du crime de guerre. Et il y a cette distance avec la mort qui est mise par les drones. Elle est assez frappante quand on est sur place et quand on parle avec ces hommes qui pilotent ces engins. C'est d'ailleurs un phénomène que des psychologues étudient maintenant depuis quelques années sur ce conflit, mais ça pourrait être vrai au Soudan par exemple, où en réalité cette distance, je dirais physique, entre celui qui donne la mort et sa proie ou sa cible induit des comportements totalement déviants qui renvoient plus à la logique du jeu vidéo qu'à la logique de la guerre, je dirais, à l'ancienne, traditionnelle. Et ça peut aussi conduire parfois à des vraies décompensations chez ceux qui, lorsqu'ils mesurent la réalité de la mort qu'ils infligent, peuvent aussi totalement dégoupiller. Donc on parle souvent, c'est une terminologie un peu prétentieuse, de ces métamorphoses de la grammaire de la guerre avec les drones, etc. Ce n'est pas qu'une question de technologie. C'est aussi le rapport à la mort que l'on inflige à l'autre, à l'ennemi. Et donc, c'est effectivement cette distance qui peut, dans un premier temps, en quelque sorte, vous déculpabiliser. Parce qu'au fond, ce que vous frappez, c'est un petit point sur votre écran, etc. C'est pas quelqu'un dont vous sentez la panique, dont vous voyez le sang couler, en tout cas, à quelques mètres de vous. Donc, tout ça est en train, je crois, de créer des générations de tueurs froids, mais dont on ne sait pas ce qu'il adviendra demain. Colonel, je voudrais qu'on revoie les images de la Crimée, de cette plage en Crimée, parce que hier, il y a des civils russes qui sont morts après une attaque de drones ukrainiens. Mais là, c'est différent finalement. Ce que nous explique Moscou, c'est que c'est la défense aérienne russe qui a tiré sur les drones, et ce sont les débris des drones, oui, c'est ça, qui ont tué les civils. Une cible qui était sur le territoire de la Crimée. Donc il y a un drone, comment dire, ukrainien qui est parti, et visiblement, on l'entend d'ailleurs, on pourrait presque le remettre, on entend les tirs, comment dire, de neutralisation du drone. On va essayer de l'entendre. Vous l'entendez ? Et d'ailleurs, c'est Krasnodar. Oui, c'est Krasnodar. C'est pas très loin d'une des propriétés les plus luxueuses de Vladimir Poutine. Ouais. Et l'une des hypothèses qui était émise par les analystes ukrainiens ou occidentaux, c'était qu'en réalité, la véritable cible
c'était ce palace invraisemblable en bord de mer, que précisément, comme il y a eu interception, c'est vrai que la trajectoire des débris, on la maîtrise jamais, et c'est là que vous pouvez avoir des effets collatéraux assez ravageurs. Qu'elle aurait pu toucher le drone explosé en plein vol. Le problème, c'est qu'il a dû détruire une ailette, et l'ailette étant détruite, le drone était ingérable, et il s'est écrasé au sol. 7 morts, 43 blessés quand même, c'est pas mal. Alors ces derniers jours, Kiev, la capitale ukrainienne, a payé aussi un lourd tribut, la capitale qui est ciblée par les Russes. Vous vous trouvez sur place, Guillaume Ptak, et vous avez vécu ces attaques. Racontez-nous. Oui, effectivement, ce qui se fait sentir ces derniers temps, évidemment, les attaques contre la capitale et contre les métropoles d'Ukraine, c'est pas un fait nouveau depuis le début de cette invasion, mais ce qu'on sent particulièrement, c'est désormais la pénurie de missiles intercepteurs pour les batteries patriotes fournies par notamment les États-Unis, qui sont véritablement l'un des seuls moyens pour l'Ukraine d'arrêter les missiles balistiques. Et la Russie en profite et en conséquence multiplie les attaques, particulièrement à l'aide de missiles. Il y a d'ailleurs des avertissements qui circulent en ce moment même sur le chaîne Telegram ukrainienne selon laquelle une nouvelle attaque se préparait à l'aide de potentiellement jusqu'à 25 roquettes. Et c'est la raison pour laquelle, lors d'une des dernières attaques, plus de 50 000 résidents de la capitale sont descendus dans les stations de métro pour y trouver abri. Donc la tension est palpable ici en Ukraine et malheureusement, il n'y a pas de situation à court terme. De solutions à court terme, pardon. Merci beaucoup Guillaume Ptak. Alors vous évoquiez effectivement les patriotes. On va écouter à ce sujet le président ukrainien. Il existe des missiles pour le système Patriot disponibles dans le monde entier. Et il est important que nos partenaires prennent cette décision politique, la décision de fournir les équipements nécessaires. Les États-Unis d'Amérique savent ce dont nous avons besoin. L'Europe sait ce dont nous avons besoin. Les missiles antibalistiques sont conçus pour protéger les populations. Vincent Hugeux, à quel point c'est important ces patriotes pour l'Ukraine ? Si vous voulez, l'Ukraine aujourd'hui est dépourvue, au sens strict du terme, de couverture aérienne continue. Donc est totalement exposée, notamment les centres urbains, et notamment les cibles infrastructures ou civiles, totalement vulnérables aux tirs. Ce qui est assez désolant, c'est que Volodymyr Zelensky croyait avoir convaincu Donald Trump, qui avait effectivement consenti officiellement à délivrer la licence qui permettrait aux Ukrainiens de produire sur leur territoire des patriotes. 48 heures plus tard, il n'en était plus très sûr. Est-ce que vraiment il faut que je cède ça, etc. Et si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est toujours trop peu, trop tard avec les soutiens occidentaux de l'Ukraine, parce que vous avez un procédé, un dispositif qui s'appelle Freja, qui est en réalité conçu par une société de défense ukrainienne, Firepoint, avec un partenariat européen, notamment allemand, qui pourrait en fait se substituer aux patriotes. Et notamment qui est beaucoup moins cher. Un tir, c'est $700,000, donc 5 à 6 fois moins cher qu'un tir de patriote. Le problème, c'est évidemment l'échelle du temps. C'est-à-dire qu'on en est au point où on accélère le rythme pour un premier prototype en juin 2027, donc dans quasiment un an. Mais c'est pas dans 10 mois que les Ukrainiens auront besoin de cette couverture. C'est évidemment maintenant, je dirais même c'était hier matin. On va écouter Donald Trump sur ce sujet. C'est une grande étape. Vous savez, nous avons les meilleures armes du monde. Nous avons les meilleurs drones. Les gens ne le savent pas. Nous disposons du plus grand arsenal au monde. Dans le cas du président Zelensky, il voudrait en effet avoir des Patriots ou des Tomahawk, qui sont des armes mortelles. Personne d'autre ne dispose de cette capacité. Ces armes sont incroyables. Nous devons faire très attention avant de laisser quelqu'un les fabriquer. Il faut faire preuve de beaucoup de discernement, mais il faut être aussi très prudent. Pour l'instant, nous n'avons pas donné notre accord à ce sujet. Nous en discutons, mais c'est difficile de céder ce genre de technologie, et je ne pense pas que cela arrivera un jour. Mais vous savez, ces gens à qui vous donnez cette technologie pourraient un jour se retourner contre vous. Vous savez, c'est possible. Prenez la guerre. C'est arrivé plusieurs fois au fil des ans, n'est-ce pas ? Hélène, il craint quoi, Trump ? Il craint que cette technologie lui échappe, là, comme il le dit ? Alors ça peut être une des raisons, mais surtout ce que l'on voit et ce que l'on entend, et encore aujourd'hui à travers une enquête de Reuters, c'est que en fait les États-Unis ont, à travers la guerre en Iran, épuisé
une partie de leur stock, et notamment les stocks de Patriotes. Alors, il y a un rapport qui est sorti la semaine dernière et qui explique qu'entre février et juillet, environ 65% des intercepteurs Patriotes ont été utilisés. Donc les États-Unis voient leur stock baisser. Sans doute qu'il y a eu des alertes, on l'a entendu, ça a été relayé par la presse américaine ces dernières semaines pour dire attention, attention. Et ça peut expliquer aussi pourquoi Donald Trump n'a pas donné suite à ces menaces de frapper beaucoup plus fort l'Iran. C'est que ces armes, il en a besoin dans le cadre de l'Iran, mais aussi éventuellement dans le cadre d'une crise future, et puis pour protéger ses alliés au Moyen-Orient. Donc en fait, dans ce contexte-là, c'est compliqué derrière de justifier le fait qu'il pourrait donner une autorisation aux Ukrainiens de produire ces patriotes. Et puis de toute façon, même s'il leur donnait l'autorisation, ça va pas se faire tout de suite. Ça prend un certain temps. Donc il y a déjà du retard, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que Donald Trump avait suscité beaucoup d'espoir en juin. Moi, je me rappelle, j'étais à la Maison-Blanche à ce moment-là. Il y avait une espèce de vent d'optimisme côté européen en disant tiens, peut-être que cette licence va être accordée. Et on voit ce rétro-pédalage avec sans doute Donald Trump qui a en tête les chiffres que lui donne le Pentagone. Ce sont des missiles, ils sont dans 3 endroits. Soit ils sont dans l'armée américaine en a besoin pour aller en Iran. Donc ça, ils n'en donnent pas. On sait bien que Dan Kane, le chef d'état-major, en permanence, il tire la sonnette d'alarme, on dit on consomme trop de missiles, Tomahawk ou Patriot. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en Europe. Il y en a pas mal en Europe, les Allemands, les Italiens, il y a plein de pays qui n'ont pas les Italiens. En Europe du Nord, il y en a beaucoup. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la perception de la menace est ainsi que aujourd'hui les Européens réchignent à donner leur matériel rare, parce que ça vaut extrêmement cher. Une batterie Patriot, ça vaut 1 milliard, donc c'est hors de prix, donc ils ont investi là-dedans. Il est hors de question, en tout cas c'est ce qu'ils pensent, hors de question de donner ce matériel dont ils pensent avoir besoin, puisqu'il y a une menace qui se rapproche. Le troisième point, c'est de le fabriquer. Le problème, c'est un autre sujet, c'est un sujet économique. C'est que le système américain n'a pas du tout l'intention de donner une licence. C'est ça le problème, de donner une licence à un pays qui va en fabriquer, et probablement en très grand nombre, et qu'à partir de là, ils vont noyer le marché futur avec des produits, je dirais, de cette qualité-là, peut-être beaucoup moins chers. Parce que c'est un problème de marge, c'est un problème de bénéfice, c'est un problème de coût de production. Tout ça, c'est l'économie qui a fait irruption dans le domaine stratégique. Et là, je pense que Trump est très sensible, à ce discours, je dirais, économique. Et je pense que ces industriels vont dire, halte au feu, tu leur donnes pas la licence, quoi. Vincent Hugeux ? Oui, il faut juste se souvenir que 2 jours à peine avant de prononcer les phrases que nous écoutions ensemble, Trump avait été tout à fait formel en disant qu'il avait en quelque sorte franchi le Rubicon et qu'il consentait à cette cession de licence. Mais de toute façon, on est maintenant habitué à ces embardés qui vous donnent de tournis, où il peut dire dans un même souffle tout et son contraire. Donc il n'y a aucune fiabilité dans ses promesses. Ça, Zelensky, qui n'est pas un perdant de l'année, le sait très bien. Je pense qu'il a voulu un peu forcer le destin en disant ça y est, c'est fait, etc. Mais il savait aussi qu'il était exposé à un demi-tour droite de cette nature. Hélène, je voudrais qu'on dise un mot aussi des déclarations aujourd'hui dans Politico du ministre de l'énergie ukrainien qui accuse Moscou de vouloir achever le système énergétique du pays. Poutine veut achever notre système énergétique et faire dérailler notre économie ainsi que notre production d'armes. Ce sera la stratégie de Poutine, attaquer donc les infrastructures énergétiques, les sites de production d'armes. Depuis plusieurs années déjà, on a vu l'hiver dernier qui est extrêmement rude pour les Ukrainiens parce que voilà, déjà c'était ce type de cible qui était visé par les Russes à un moment où les Ukrainiens avaient encore un certain nombre de matériel d'armes pour se protéger. Là, l'hiver qui s'annonce va être extrêmement compliqué parce qu'on peut s'attendre à ce que les Russes recommence, mais d'ailleurs de toute façon ils sont déjà en train de frapper très durement, donc ça va être un vrai enjeu. Le système d'année en année énergétique ukrainien, il s'affaiblit, c'est-à-dire que les Ukrainiens essaient de réparer, essaient de reconstituer, mais enfin quand chaque année, chaque hiver, depuis 4 ans, il y a ces salves qui sont envoyées par la Russie, forcément le système s'affaiblit, ça va être un énorme souci. C'est pour ça que Volodymyr Zelensky a fait cette demande des patriotes, c'est un cheval de bataille pour lui. Donc oui, ça va être la stratégie.
D'autant plus que sur le front, Vladimir Poutine ne peut pas revendiquer de victoire. Donc qu'est-ce qui lui reste désormais ? C'est de frapper et d'essayer d'épuiser les Ukrainiens sur ce front énergétique et économique. Le ministre de l'Énergie qui dit Poutine espère aussi qu'en hiver, notre société cédera sous l'épuisement et fera pression sur ses dirigeants pour qu'ils signent une capitulation. Vincent Hugeux, cette stratégie de toucher les infrastructures énergétiques avant l'hiver, stratégie russe, stratégie ukrainienne aussi ? Oui, c'est parfaitement clair que les Ukrainiens ne restent évidemment pas dans la passivité, et ils sont en rien résignés, et ça on l'a vu au fil des années écoulées, et donc eux ont compris que il y avait urgence à en quelque sorte assécher autant que faire se peut les ressources hydrocarbures que la Russie se procure. Alors, en partie par la fameuse flotte fantôme, mais c'est parce que vous avez raisonné 2 ou 3 bâtiments, alors qu'on considère qu'il y a à peu près 1 millier de navires que l'on peut placer sous ce pavillon sinistre de la flotte fantôme. C'est pas ainsi que vous alliez infléchir le cours de la guerre. En revanche, quand vous frappez des dépôts de carburant, quand vous frappez des installations énergétiques, des installations portuaires, etc. Là, oui, effectivement, vous tapez à la caisse et vous gênez une ressource dont on considère qu'elle permet le financement, grosso modo, de 30 à 35% de l'effort de guerre russe. Mais, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je dirais que ça ne suffit pas. Ça s'accompagne d'autres types de frappes qu'on a beaucoup commenté ces derniers jours et à juste titre, sur par exemple des plateformes de e-commerce qui là ont une autre vocation. Évidemment, ça n'est pas a priori parce qu'il y aurait quelques composants duals, donc éventuellement à vocation militaire, qui transitent par ces hubs, ces plateformes. C'est pas ça l'enjeu essentiel. L'enjeu essentiel, c'est de mettre à bas le prétendu pacte social que la Poutini avait passé avec le peuple russe, à savoir en gros, bon écoutez, on s'occupe de vous garantir une relative sécurité, la guerre n'entrera pas dans vos foyers, il n'y aura pas de mobilisation générale, en contrepartie, pas de contestation, on s'occupe de tout. Là, à partir du moment où vous touchez des plateformes qui, par capillarité, irriguent des centaines de milliers de foyers en Russie, et pas seulement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais dans tout le pays, eh bien là, vous faites effectivement entrer la guerre dans tous les foyers. Et on reviendra effectivement sur ce point avec notre correspondant sur place dans un instant. Colonel, un mot des chiffres. Plusieurs analyses là de l'AFP qui nous dit d'abord que la ligne de front a peu évolué en mois de juillet, donc ça veut dire que les gains russes ont été marginaux là ces dernières semaines. C'est microscopique, c'est un front qui est quasiment stabilisé sur 1200 km avec une pointe d'effort en direction de Kramatorsk au centre, donc dans le Donbass. Ils essayent d'approcher ces grands centres, je dirais, protégés, je dirais, une espèce de bunkérisation de certaines villes. Kramatorsk est extrêmement important, mais ils sont Kramatorsk est à 4 km, comment dire, des forces russes, et c'est pas demain la veille qu'ils vont atteindre. Le rythme de progression des Russes est extrêmement lent. Ceci étant dit, on parle de plus en plus d'une possibilité d'avoir une espèce de mobilisation générale qui pourrait avoir lieu après les élections du mois d'octobre en Russie. À ce moment-là, il pourrait avoir une levée en masse, une espèce de, comme la guerre ukrainienne, enfin que la guerre est rentrée en Russie, cette perception de la guerre est arrivée. C'est pas du tout impensable que pour cette raison-là, que Poutine décide de faire une espèce de mobilisation générale. Là, il aurait 1 million ou 2 millions d'hommes en plus. Et puis il y a un point également qui est très important, c'est le point économique. C'est qu'aujourd'hui, c'est une forme d'armée volontaire. Il les paye relativement cher. J'imagine qu'au bout d'un moment, les caisses de l'État doivent commencer à se vider. Donc effectivement, quand vous mobilisez, ce sont des appelés, donc vous les payez beaucoup moins cher. Donc là, vous aurez un gain qui sera extrêmement important. Donc c'est pas impensable qu'il y ait une espèce de, comment dire, de montée en puissance du point fort. C'est un point fort russe. Il y a 2 points forts, les Russes. Les Russes ont le point fort, c'est tout ce qui est balistique. Et deuxième point fort, les effectifs. Parce qu'ils sont capables de mettre sur le terrain, là, ils sont à 300, 400, 500 000, peuvent monter à 1 million d'hommes, évidemment. 145 millions d'habitants. De l'autre côté, les Ukrainiens sont en très grande difficulté pour mettre autant d'hommes sur le terrain. Donc, ils ont compensé par la technologie, par l'industrialisation de la guerre, par la guerre dans la profondeur. Donc, ils ont réussi à compenser, donc à limiter les effets au-delà du fait que les Russes sont très peu manœuvriers,
souris, comme on dit. Ils sont pas très bons sur le terrain, pour faire court. Donc, comme ils sont pas très bons, globalement, tout ça, ça donne un front immobilisé. Ceci étant dit, ça peut aller très vite. On voit bien que l'hiver va arriver, et là, les Ukrainiens vont certainement souffrir énormément. Les deux parties lâchent leur coup, c'est ça qui est terrible. On voit qu'il n'y a pas de solution possible. On peut même pas imaginer, à l'heure où on parle, une solution diplomatique. Ça qui est incroyable. Ils vont lâcher leur coup, personne ne lâchera. Les Ukrainiens ne lâcheront pas, les Russes ne lâcheront pas. Donc malheureusement, l'avenir des populations de ces deux pays est quand même bien sombre. Vincent. Oui, les faits tels qu'ils ont été synthétisé par l'Institut pour l'étude de la guerre et repris effectivement par l'AFP, c'est donc un gain de 38 km² en juillet pour les forces russes, donc Epsilon, avec une zone d'infiltration d'environ 120 km². Parce que il faut avoir à l'esprit que infiltrer un commando qui va éventuellement, le temps de capter une vidéo, planter un drapeau et repartir en courant, ça n'est évidemment pas de tenir une position. Infiltrer, ça n'est pas conquérir, ça n'est pas tenir. Donc, il n'empêche que ces gains sont effectivement marginaux. Les Russes ne sont pas à l'abri de pénuries ponctuelles. On a observé ces derniers jours un recours de plus en plus systématique à des S-400, qui sont a priori pas faits pour ça, ou à des Zircon en lieu et place de missiles balistiques classiques, parce que là aussi, il semblerait que dans le mois écoulé, et c'est assez nouveau, les forces russes ont utilisé davantage de missiles balistiques qu'ils n'en ont produit, malgré l'effort économique de guerre qui était rappelé à l'instant. Et puis un dernier point, c'est quand même le niveau des pertes. N'oublions jamais de mettre en rapport à ces gains microscopiques des pertes qui sont, elles, colossal. Il y a un calcul assez précis qui a été fait. Il y aurait 1132 pertes russes. Alors on dit pertes, donc tués ou blessés, donc hors d'état de combattre, donc blessés gravement. 1132 pertes par kilomètre carré conquis, ce qui est quand même absolument phénoménal. Ouais. Hélène, on a aussi, alors concernant cette fois les civils, mais le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui alerte sur le nombre croissant de civils tués dans cette guerre. Oui, alors non, mais ça c'est effectivement depuis le début, c'est-à-dire que les Ukrainiens, vous avez évidemment les pertes sur le front, mais toutes ces frappes dont on parle et qui durent maintenant depuis 4 ans font énormément de dégâts. On l'a vu, d'autant plus que on en parlait il y a quelques minutes, les Ukrainiens n'ont plus de quoi protéger leur ville, et notamment Kiev. Donc quand vous avez un missile qui s'abat sur un bâtiment, qui le scie en deux, forcément derrière vous avez des pertes énormes. Vous avez des pertes énormes, on l'a vu avec l'exemple russe tout à l'heure, mais pareil, quand vous essayez d'intercepter des missiles ou des drones, vous avez des débris, là encore, qui font des dégâts. Donc oui, le nombre de civils, j'ai pas de chiffres là immédiatement en tête côté ukrainien, mais c'est absolument énorme. Ça pèse sur le moral de la population avec tout le reste, évidemment. Et les Russes essaient aussi de briser le moral. Ils essaient depuis plusieurs années. Ça n'a pas... Alors, le moral, effectivement, n'est pas forcément au bout fixe en Ukraine, mais je veux dire, ça n'a pas fait plier les Ukrainiens jusqu'à maintenant. Colonel, je voudrais qu'on regarde des images d'une autre arme des Ukrainiens. C'est ces fameux drones Magura. Ce sont des drones navals de surface, qui ont coulé des navires russes. Le drone Madura a une caractéristique, il est assez grand. C'est un drone naval, donc il n'y a pas de pilote. Il est dirigé comme un drone aérien. Et en fait, c'est des grands drones et sur lesquels, en fait, ils s'en servent comme drone mer. En fait, c'est des drones sur lesquels on met des petits drones. Donc ce drone va s'approcher et quand on est à distance, je dirais relative, quelques kilomètres, à ce moment-là, les petits drones vont décoller les uns après les autres, tous ensemble. Et donc vous avez un essaim de drone qui va aller sur l'objectif. Donc là, on assiste à une sophistication du combat des drones de la part des Ukrainiens qui est absolument incroyable. Des techniques, des technologies, il y a une doctrine qui se met en place. Donc ça, c'est extrêmement efficace. Pourquoi ? Parce qu'un drone, il n'y a pas d'homme à bord, vous n'avez pas de perte. Donc l'avantage, c'est que vous avez des destructions incroyables. Rappelez-vous, ce bateau américain, comment il s'appelait déjà, qui avait été détruit au Yémen avec un seul bateau, le Cole. 17 morts du côté américain, et c'était un cuirassier qui avait été littéralement percé, vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous avez un rapport qualité-prix qui est exceptionnel, et ça, honnêtement, les Ukrainiens le font très, 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 très bien. À l'heure où on parle, la mer
Noire est totalement contrôlée par les Ukrainiens. C'est quand même incroyable. Et la marine russe, du moins ce qu'il en reste, du moins la marine de la mer Noire, elle est totalement retranchée de la mer d'Azov et sur la partie ouest, où elle est sortie en Méditerranée, et puis elle est partie à Tobruk, ou éventuellement ailleurs. Donc tout ça, ça fait que cette inventivité ukrainienne fait qu'ils arrivent à compenser cette espèce de décalage en effectif, ce décalage en moyens qu'ils ont même en missiles, et donc ça donne une forme de rééquilibrage des rapports de force. Inventivité qui suscite l'intérêt, d'ailleurs, je lisais du Pentagone, des Américains. Absolument, y compris dans le domaine des drones, d'ailleurs, qu'ils soient navals ou pas. L'intérêt, ça illustre parfaitement le propos du colonel à l'instant, c'est que vous aviez une version qui s'appelait le Magura V5, qui était déjà assez performant, et en mai 2025, on a vu pour la première fois une version plus sophistiquée, Magura V7, qui a une charge utile explosive qui est à peu près doublée, 640 kilos, et qui surtout a une allonge bien supérieure. On a en fait une capacité rayon d'action qui était portée de 400 km à 1000 km. Donc ça illustre cette aptitude qu'ont les Ukrainiens depuis le début à être en permanence dans une course à la modernité et à l'invention permanente. Ils ne se sont jamais reposés sur leur pauvre laurier. On va maintenant retrouver Guillaume Ptak. On l'évoquait tout à l'heure avec Vincent. C'est vrai que les entrepôts du géant du e-commerce Wildberries sont aussi dans le viseur des Ukrainiens, Guillaume. Et comme vous l'expliquez, Wildberries, c'est l'équivalent d'Amazon russe, et par conséquent, ça joue un rôle essentiel globalement dans l'économie russe, mais surtout dans les chaînes logistiques qui permettent d'approvisionner l'armée russe en composants à double usage. C'est la raison pour laquelle une multitude d'entrepôts et de sites logistiques de Wildberries ont déjà été pris pour cible par l'armée ukrainienne au cours des dernières semaines. Ça fait partie de cette stratégie ukrainienne qui vise aussi à dégrader l'économie russe petit à petit, ce que le président Volodymyr Zelensky appelait les sanctions à longue portée, en frappant les infrastructures pétrolières, énergétiques et désormais logistiques également, ce qui va compliquer l'approvisionnement de composants à double usage au front, et ce qui devrait aussi porter évidemment un coup assez dur à l'économie russe qui souffre déjà des frappes sur les raffineries et sur les installations pétrolières. Merci beaucoup Guillaume. Je salue le général Patrick Dutart qui nous a rejoint. Bonjour, général d'aviation, pilote de chasse et ancien leader de la patrouille de France. Pourquoi les Ukrainiens visent depuis maintenant 2 semaines les entrepôts de ce géant du e-commerce un petit peu partout en Russie ? On a observé depuis quelques semaines, bientôt quelques mois maintenant, la nouvelle stratégie ukrainienne qui porte ses fruits. Ils ont fait ce que les Russes leur ont fait pendant 4 ans, c'est-à-dire envoyer 400, 500 drones par jour, voire plus parfois, parce qu'on est monté jusqu'à un total de 850 projectiles qui ont été envoyés sur l'Ukraine au plus fort des bombardements. Et ben là, c'est retour à l'envoyeur. Et par contre, en ciblant non seulement bien sûr les installations militaires, mais comme Vincent Hugeux le disait tout à l'heure, aussi tout ce qui est énergétique. Et maintenant, ces entrepôts de matériel. Pourquoi ? Parce que c'est un côté dual en fait, à la fois sur le côté civil bien sûr, mais également pour le côté militaire, parce que c'est enfin un peu l'Amazone russe. Et de cibler un peu toutes ces logistiques, ça touche tout simplement le quotidien des citoyens russes. Et je pense que c'est une bonne stratégie. D'accord. Et Vincent, est-ce que c'est uniquement, effectivement, pour toucher très concrètement la vie des Russes ? Je crois que la stratégie, elle est elle aussi duale. C'est-à-dire, effectivement, essayer de tarir ce qui peut circuler dans ces colis à vocation militaire, et puis encore une fois convaincre les Russes que nul n'échappe à cette guerre voulue par leur tsar. Mais pour donner une idée un peu chiffrée, il y a une revue qui s'appelle Forbes Russia qui a estimé que à ce jour 900 000 mètres carrés d'entrepôts Wildberries ont été détruits, incendiés. C'est 17% du potentiel de cette gigantesque machinerie commerciale. Il y a de ces entrepôts qui avaient la capacité de traiter 122 millions de colis. Et donc, quand vous êtes russe, même si vous n'êtes pas fortuné, même si vous n'êtes pas oligarque, à un moment donné, vous avez recours à ce type de plateforme commerciale pour acheter des articles parfois tout à fait anodins. Et donc, moi, je crois beaucoup à la volonté ukrainienne de saper la psychologie, comme les Russes ont tenté, en vain d'ailleurs, de briser le moral
des Ukrainiens par la violence extrême, les bombardements aveugles. Les Ukrainiens, eux, veulent en fait faire en sorte que la discorde vienne s'installer dans la société russe, que les petites protestations par vidéo, ici d'une mère de famille, d'une femme de soldat, là d'un militaire en permission, etc., que tout ça, un jour, finisse par s'agréger, par coaguler et par créer un mouvement qui affaiblirait l'assise du régime. Mais ayant dit cela, je souligne aussitôt qu'on n'en est pas là. Il ne faut pas prendre ses rêves pour des réalités. Le potentiel répressif reste extrêmement efficace, mais je pense que c'est une stratégie de moyen long terme de la part de Kiev. Alors justement, on va aller en Russie. Merci Sergueï Buntman d'être avec nous. Vous êtes journaliste russe, vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou. Alors les Ukrainiens ont révisé une vingtaine de sites de cette entreprise, Wildberries, l'équivalent de Amazon. Avec quel impact concret sur la société russe ? Il y a beaucoup de gens qui se servent de Wildberries et qui commandent beaucoup de choses. Et maintenant, on ne voit pas d'impact critique ou très particulier sur les Russes parce qu'on en écrit beaucoup, mais il n'y a pas par exemple, d'une vague de protestation de la part des clients. Voilà, c'est une histoire comme ça, comme avec l'essence un peu plus tôt. Je voudrais qu'on regarde d'autres images à présent avec vous, Général. Il y a eu 5 morts et au moins 10 blessés ce matin en Russie dans une attaque ukrainienne dans la région de Moscou. Donc là, on est à plusieurs centaines de kilomètres du front et on voit encore cette capacité ukrainienne à frapper en profondeur. Oui, c'est dans la suite de ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la stratégie. Essentiellement, ce sont des sites militaires, des sites logistiques, des sites importants pour tout ce qui peut toucher la guerre. Et grâce aux efforts considérables que l'Ukraine a produites pour installer ces drones qui ont une capacité assez incroyable. Il y a les petits drones que l'on voit, mais ceux-là, ce sont des sortes de petits Shahed. En fait, ils ont renvoyé le Shahed ukrainien, qui lui est capable d'une très grande précision, contrairement au Shahed iranien, puis russe, la version russe. Et celui-là, il vise évidemment n'importe où, quasiment maintenant en Russie, en tout cas dans un rayon à peu près de 1500 km autour du point de lancement. Donc Moscou peut être touché, Stalingrad, partout en fait. Vous avez des tirs, comme on a vu actuellement aussi sur la Crimée. Il va falloir suivre ce qui se passe en Crimée, parce que la stratégie était quelque part presque un isolement de la Crimée par des bombardements extrêmement ciblés et toutes les zones d'accès. Maintenant, Moscou, je pense qu'on va voir de plus en plus ce genre de tirs s'effectuer dans la périphérie de Moscou. En fait, tout ce qui a un intérêt militaire, stratégique et économique. Parce que l'économie aussi est le nerf de la guerre, à la fois du côté logistique et à la fois des ressources pour l'armement sur le front, et également pour, quelque part, mine de rien, de payer les soldes des soldats. Donc je pense que l'Ukraine va poursuivre en fait toute cette campagne. Et ce qui est terrible, c'est que la Russie fait la même chose, mais avec des destructions avec beaucoup moins de discernement, et utilisant beaucoup de missiles balistiques. C'est cela qu'on n'arrive pas à intercepter. Un colonel, la capitale russe n'est plus à l'abri. Oui, ça fait un moment déjà. Ça fait au moins plus d'1 an, même 2 ans, que les Ukrainiens sont capables de Mais toucher. le bilan de 5 morts pour une attaque à Moscou, c'est beaucoup. C'est énorme, mais évidemment, en plein centre-ville. De toute façon, c'est significatif, c'est psychologique également. Depuis quelques semaines, les Ukrainiens appliquent des tirs dans des endroits extrêmement, je dirais, visibles de la population russe, concrètement Saint-Pétersbourg et Moscou. Donc le choc est énorme. Wildberries, vous avez des flammes de je sais pas combien de mètres de haut. Donc tout le monde sait que
dire que la guerre est là. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait quasiment suivre l'évolution technologique des drones ukrainiens, tant en portée qu'en qualité. C'est qu'en fait, ils ont une précision absolument incroyable, donc ils arrivent à taper comme un missile, quasiment à taper à l'objectif qu'ils ont défini. Donc il y a quasiment plus d'écart probable, comme on dit, il y a quasiment plus d'erreurs de tir, premier point. Puis deux, la portée s'allonge. Là, aujourd'hui, les Ukrainiens parlent d'éventuellement de sortir un drone capable d'aller à 5000 ou 6000 ou 7000 ou 10 000 kilomètres. Après, tout dépend de la propulsion et de sa capacité à continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dès lors que vous êtes précis, vous êtes capable d'aller loin, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc c'est une nouvelle armée qui est en train de se créer, et ça change complètement le système. Et les Russes sont très mal à l'aise. Les Russes, c'est une armée extrêmement lourde, extrêmement procédurière, très verticale, etc. Ils sont pas transversaux comme le sont les Ukrainiens. Et là, les Ukrainiens marquent des points parce qu'ils sont plus rapides, plus inventifs, et surtout ils utilisent magnifiquement les drones. Ça leur donne un avantage stratégique considérable. Sergueï Boutman, comment c'est vécu en Russie ces frappes ukrainiennes qui vont de plus en plus loin? Vous savez, d'après les sondages, ce n'est pas la panique, c'est à Moscou. Je ne sais pas comment ça se passe en province et dans d'autres villes. C'est beaucoup plus spectaculaire à Volgograd, à Samara, sur la Volga. Mais ici, on est de plus en plus souvent, on se prononce pour la cessation de la guerre, pour une paix durable, que cette guerre cesse. C'est même les sondages qui nous donnent beaucoup plus de 50% de ceux qui sont pour la fin de la guerre. Et il y a une minorité qui est pour des réponses adéquates, comme ils disent, pour des réponses fortes. C'est à peu près 20% qui se prononcent pour que Moscou frappe l'Ukraine de façon beaucoup plus puissante. On a eu, Vincent Hugeux, il y a quelques jours, cette tentative d'attentat dans un restaurant en plein cœur de la capitale russe. On parlait de faisceaux qui peut-être menaient vers l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, quelques jours après les événements ? Bon, d'abord, il faut se souvenir que cette tentative d'attentat, on ignore d'ailleurs à l'heure qu'il est si le fameux colonel général Alexandre Tchaïko, qui est le patron de la force aérospatiale, mais qui a un lourd passé, y compris d'ailleurs à Boutcha et en Syrie, sans doute pas tout à fait étranger au fait qu'il était défini comme une cible par les Ukrainiens. On ignore s'il a été blessé, tué, ou s'il est sorti indemne de cet épisode. Mais avant lui, vous avez eu de nombreux épisodes de liquidation ciblée de hauts gradés russes. Je pense, et on l'avait d'ailleurs mentionné ici, avec une vidéo assez inoubliable d'une trottinette électrique piégée à la sortie de l'immeuble du général en question, et qui est déclenché à distance au moment où, avec son garde du corps et chauffeur, il s'aventure en dehors du bâtiment. Et puis si vous remontez encore un peu plus, souvenez-vous, en dès-août 2022, vous avez Daria Dugina, la fille de l'idéologue grand russiste Alexandre Dugin, qui est tuée dans un attentat, et de même, presque 10 mois plus tard, un blogueur militaire, comme on dit, un commentateur militaire réputé très proche du Kremlin, qui s'appelle Maxime Fomin, qui lui est tué selon un mode opératoire qui ressemble un peu à celui de ce restaurant italien dans un quartier huppé de Moscou avec le général Tchaïko, puisque là c'est une statuette piégée qui lui est offerte. Et parfois les gens disent oui, mais tout ça c'est du bricolage, c'est de l'amateurisme. Mais en l'occurrence, le critère d'efficacité l'emporte sur celui de la sophistication technologique. Ce qui est important en termes opérationnels et en termes symboliques, c'est de montrer qu'on a l'aptitude d'aller tuer un haut gradé qui est le patron de la force aérienne. Donc ça, c'est effectivement dans l'arsenal, dans la panoplie de la riposte ukrainienne, c'est un élément qui ne peut pas être considéré comme anodin ou secondaire. Qu'est-ce qu'on en dit, Sergueï Boutman, à Moscou, de cette tentative d'assassinat en plein cœur dans la ville, donc dans ce restaurant huppé ? Vous savez, c'est la presse officielle et les sources officielles ne disent presque rien. Il y a eu 2 déclarations, l'une du maire de Moscou, qu'il y a eu un attentat, un acte terroriste, et c'est tout, qu'il y a eu des victimes.
Ensuite, il y a eu une déclaration assez étrange de l'ambassadeur russe en Italie qui a dit que c'était le restaurant et son chef italien qui étaient visés. Et ces tentatives d'actes terroristes, cet acte terroriste était visé surtout à l'amitié russo-italienne. C'est assez étrange et ridicule. Mais on ne parle jamais, presque jamais officiellement d'Alexandre Tcheïko et de son anniversaire qui aurait été fêté dans ce restaurant. On parle, mais officieusement, et surtout sur les réseaux sociaux, et surtout par les blogueurs militaires, est annoncé la nouvelle du décès du beau-fils, du gendre d'Alexandre Tcheïko, et sa fille aurait été blessée. C'est ce qu'écrivent des 1000 blogueurs en Russie et en Ukraine, qui ont leurs propres sources. Et outre cela, néant, pas d'informations, rien, aucun détail n'est fourni depuis ces quelques journées qui se sont passées. Général, on ne saura peut-être jamais exactement ce qui s'est passé, qui était derrière cette tentative. Non, en toute honnêteté, moi j'ai du mal à penser que ce ne soient pas les Ukrainiens, quand même, parce que le cible, comme le rappelait Vincent Hugeot, Alexandre Tcheïko, il était très très connu, et c'est lui en plus qui est responsable du ciblage en Ukraine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les objectifs qui sont attaqués actuellement, c'est lui qui les choisit. Et comme l'a rappelé Vincent, on n'oublie pas aussi son passé lorsqu'il commandait les forces russes aux abords de Kiev et dans les massacres de Boutcha. Il était responsable des opérations dans la zone. Donc il a une responsabilité directe sur ces massacres. Donc une telle personnalité, évidemment, pour les services de renseignement ukrainiens, c'est une cible de choix. Alors on peut évidemment commenter en fait ce mode opératoire, mais ça se passe jamais tout à fait comme prévu, et si ce cadeau entre guillemets avait pu être posé et que cette dame ressorte après l'avoir posé dans les cadeaux peut-être d'anniversaire, ça aurait été peut-être aurait touché sa cible. Mais moi je pense en tout cas que ce sont les services secrets ou services de renseignement ukrainiens. Colonel, je vais vous emmener avec moi. On va aller au mur voir les images et les cartes. Les Ukrainiens visent aussi, depuis de nombreuses semaines maintenant, les raffineries russes du côté de Moscou et puis dans l'ensemble du pays d'ailleurs. Alors ça c'est le joker ukrainien, puisqu'en fait depuis quelques semaines, même quelques mois maintenant, mais intensivement depuis quasiment 3 semaines, ils s'attaquent directement à l'ensemble des raffineries russes. Les Russes ont globalement 40 grandes raffineries et puis des centaines de petites raffineries. Donc en fait aujourd'hui le ciblage ukrainien fait qu'ils sont spotés sur les principales raffineries. Donc on voit à partir de Kiev, on a une distance qui est relativement courte, 200-300 km au fil des semaines. Ils vont jusqu'à Omsk qui est globalement à 3000 km. Donc ils ont des engins capables d'aller jusque-là. Donc en fait, en faisant ça, ils ont diminué drastiquement effectivement la capacité des Russes à raffiner du pétrole. Donc c'est vrai qu'il c'est extrêmement efficace. Là, l'hiver va arriver. C'est la même stratégie que les Russes utilisent contre l'Ukraine. Là, c'est l'Ukraine qui l'utilise contre la Russie. La Russie aujourd'hui a une problématique de raffinage, de son pétrole. Deuxième point, c'est cette capacité technique qu'ils ont à s'éloigner le plus possible de l'Ukraine. Et rappelez-vous, l'année dernière, on était plutôt dans une ligne, je dirais, de la frange côtière. Donc là, vous avez les tirs là qui se passent sur les raffineries. C'est efficace, c'est filmé. Donc il y a de la communication. Psychologiquement, c'est assez désastreux pour les Russes parce que l'ensemble du système, je dirais, économique pétrolier russe est affecté par ces tirs. Avec quel impact? Alors, j'allais dire, d'abord, concrètement, avec quoi? D'abord, ils ont des drones qui portent plus ou moins loin. Et puis ils ont ce fameux Flamingo qui est un missile de croisière. Donc c'est pas un drone. Donc il est lancé à partir d'une rampe.
rampe, donc il fait quand même une tonne, il va assez loin, 3500 km, il a un signal, puisqu'en fait il est dirigé sur sa cible, et puis il a une capacité de propulsion qui l'amène à 3000 km. Donc ça donne une dimension absolument incroyable, et ça change fondamentalement la capacité des Ukrainiens à toucher les objectifs stratégiques en Russie. Le deuxième point, votre question est très intéressante, c'est l'effet que ça a. L'effet est immédiat, il est quantifiable, c'est la quantité de pétrole raffiné. Alors les chiffres sont vraiment incroyables, parce qu'en fait, les Ukrainiens les Russes étaient capables de produire globalement 6 millions de barils par jour. Aujourd'hui, on peut considérer que cette capacité de production est globalement divisée par 2. On va regarder les chiffres peut-être. Vous les avez certainement. On va les voir tout de suite. On va regarder les chiffres peut-être sur les capacités. Voilà. Donc là, vous avez les années. Donc en rouge, là, on va terminer par la dernière année. Donc ça, c'est l'année. On y est. On est en plein mois de juillet, mois d'août. Concrètement, on l'a divisé par 2. On tire une production de 3,5 millions de barils par jour, alors que en moyenne, on était entre 5 et 6 millions par jour. Donc vous voyez, c'est une chute incroyable. Et ça, c'est l'effet évidemment de la destruction des raffineries de pétrole en Russie. Et écoutez cet automobiliste russe qui a bien du mal à trouver de l'essence. C'est quoi ce bordel? 10 litres? C'est quoi ce putain de 10 litres? Appelez la putain de sécurité. Appelez-les. Je vais leur parler. Le gars n'a pas le droit de remplir un jerrycan de 10 litres. Qu'est-ce qui se passe en ville? Et la station-service ne fonctionne pas. C'est vraiment encore une autre station-service? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Il est quelle heure? Déjà 3h30? Les gars, vous vous foutez de moi? C'est quoi ce truc, putain? C'est quoi cette merde? Et c'est comme ça partout en ville. J'ai juste pas eu le temps de tout filmer. Sergueï Buntman, on entend là des gens en colère. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une inquiétude et une colère qui montent? Il y aurait une colère. C'est parce que premièrement, c'est même Moscou et Saint-Pétersbourg étaient privés de carburant. Et il y avait des stations-service fermées un peu partout et des queues. Mais ensuite, on voit très bien sur le diagramme qui a été fourni par des agences d'information qu'à Moscou et à Saint-Pétersbourg et dans ces régions, la situation est normale maintenant. Mais à quel prix? Et aux dépens de la province, et aux dépens d'autres centres industriels et d'autres régions de la Russie. Là-bas, la situation reste très difficile, mais pour le moment, je pense que les autorités ont réussi à acheter de l'essence, à acheter du pétrole raffiné, acheter à l'Inde, à la Biélorussie et aussi à d'autres pays qui peuvent le fournir. Et c'était la crise, ça a été la crise à Moscou et Saint-Pétersbourg parce que c'est là que se trouve la plupart des gens qui savent et veulent se prononcer contre cette situation. C'est pourquoi les premières villes disons, auxquelles on a fourni de l'essence à nouveau pour éviter des queues et le mécontentement, c'était Moscou et Saint-Pétersbourg. Et c'est la haine contre Saint-Pétersbourg et Moscou qui monte, comme toujours. Comme toujours, ça a toujours été comme ça en Union soviétique et en Russie. Il n'y a que Moscou et Saint-Pétersbourg qui vivent normalement, comme disent tous les gens d'autres villes. Général, sur cette stratégie ukrainienne de détruire les raffineries, le ministre ukrainien de l'énergie aujourd'hui dit environ 40% des capacités de raffinage de la Russie ont été mises hors de service.
Oui, imaginez 100%, ça devient problématique quand même en Russie. Et imaginez qu'on n'arrive plus à trouver du carburant, mais non seulement bien sûr pour les privés, comme on voit sur cette image, avec les colonnes d'attente, et avec la grogne, mais plus que la grogne, effectivement la colère qui finalement qui serait un bon service à rendre à l'Ukraine, c'est qu'il y a un tel sentiment de colère que l'opinion publique force quelque part Poutine à terminer cette guerre. Mais ça peut avoir des conséquences aussi, non seulement bien sûr sur la production économique. Pourquoi ? Parce qu'il faut du pétrole partout pour faire tourner notamment les usines, et puis ça va avoir des conséquences sur la production aussi militaire directement sur le front, parce que si ne serait-ce qu'on on voit plus beaucoup de chars, hein, ça c'est clair, mais dans les chars il faut mettre aussi du carburant, dans les avions il faut mettre du carburant, et amener même les dronistes sur le terrain ou faire des relèves, il y a les trains, mais il y a beaucoup aussi de camions. Donc toute la logistique en fait sur le théâtre d'opération peut être diminuée en tout cas, et peut être affaiblie par ces stratégies. Donc je pense que on l'a déjà dit sur ce plateau, mais je pense que c'est une bonne stratégie côté ukrainien pour que forcer un peu Poutine un jour à peut-être venir négocier, ou en tout cas trouver un terrain d'entente pour qu'on arrête cette guerre qui devient maintenant stupide et où on n'en voit pas la fin. Hélène, est-ce que ces frappes, leurs conséquences sur la population, à quel point est-ce que ça fragilise Poutine ? Forcément, ça le fragilise, parce que vous avez des gens, et notamment dans les milieux économiques, qui vont finir par lui demander des comptes. C'est-à-dire que il y avait sans doute une promesse de sécurité qui n'est pas honorée, l'activité économique est empêchée, donc ça ne peut que générer de l'insatisfaction. Après, est-ce que c'est de là à faire sortir les gens dans la rue, à créer des dissensions au sein du Kremlin ? Peut-être, mais en fait, cette stratégie, elle ne peut être payante que sur un certain long terme. La difficulté pour les Ukrainiens, ça va être de maintenir le rythme. Et puis, encore une fois, on en revient à une période où l'hiver va être beaucoup moins facile pour les Ukrainiens, parce que eux-mêmes vont devoir gérer leurs propres difficultés face aux frappes russes. Donc, c'est une bonne stratégie, mais c'est un travail de très très longue haleine. Sergueï Boutman, je lisais que Poutine aurait décidé de ne plus publier en fait les études d'opinion qui sont faites sur sa personne. Est-ce que vous confirmez ? Oui, mais vous savez, quand on pose des questions directes sur la popularité ou l'impopularité du président, il y a énormément de gens qui hésitent de répondre, de dire la vérité. Et de dire ce qu'ils pensent. Et tout ce qui est... mais là-bas, à l'administration du président, on analyse des sondages, on analyse, et même des petites oscillations de la popularité de Poutine sont observées et notées. Mais vous savez, quand il y a des questions indirectes, l'impopularité de Poutine devient de plus en plus évidente, parce que quand les gens ne pensent pas qu'il s'agit directement du président, ils répondent plus franchement. Donc c'est très intéressant de voir ces sondages de l'opinion publique, même si même si très souvent c'est fraudé. C'est fraudé. Et c'est très intéressant ce qui se passe. Et aussi, il faudrait noter, avant les élections parlementaires de septembre, c'est le seul parti politique et qui se prononce carrément contre la guerre, le parti Yabloko, a été admis aux élections, et sa liste est admise par la Commission centrale électorale. Voilà, c'est assez intéressant. Mais il est sûr de gagner. Avec son parti, la Russie unie, il est sûr de gagner. Il est toujours très sûr de lui, Poutine. Alors, je voudrais maintenant qu'on écoute l'opposant russe Boris Nadezhdin, qui a annoncé avoir quitté la Russie, et il s'exprime dans une vidéo où il est à Paris d'ailleurs.
Bonjour à tous, bonne nouvelle, je suis en vie et libre. Je ne suis pas en Russie pour le moment. Pour l'instant, j'ai besoin de réfléchir à la suite. Je vous ferai part de mes projets plus tard. Alors je crois, Vincent Hugeux, que c'était l'une des dernières voix critiques du Kremlin qui était en Russie sans être en prison. Oui, c'est ça. Il apparaissait comme celui qui avait osé défier le Kremlin, mais ne l'avait pas payé d'un embastillement instantané, à la différence de beaucoup d'autres. Et référence évidemment notamment à Alexeï Navalny qui n'est plus de ce monde. C'est quelqu'un qui a été un temps député à la Douma. Et ensuite, il a tenté de se présenter contre Vladimir Poutine lors de la présidentielle de 2024. Mais, allez savoir pourquoi, sa candidature a été invalidée par la commission réputée compétente, alors que, très franchement, il n'incarnait pas un péril politique. S'il avait gratté quelques pourcents, ça aurait déjà été considéré comme une victoire inespérée. Donc, il est sorti. Donc on l'a laissé sortir. Et vous savez que l'un des principes des régimes totalitaires, c'est que tout dissident qui sort des frontières perd de son audience. Absolument. Alors, il circule dans la diaspora, il est reçu dans les assemblées, il est reçu dans les parlements, dans les gouvernements, etc. Mais dans un système aussi contrôlé que le système post-soviétique, je pense pas qu'il incarne un véritable danger pour Vladimir Poutine. Alors on va maintenant parler des services secrets ukrainiens et je salue Étienne Girard qui nous rejoint. Merci d'être avec nous, Étienne. Vous êtes rédacteur en chef de l'Express. L'Express, il vient publier un dossier sur les meilleurs espions d'Europe. Et dans votre classement, les Ukrainiens arrivent en 4e position, derrière les Britanniques, les Français et les Néerlandais. Comment se distinguent les services secrets ukrainiens? Qu'est-ce qui fait finalement leur efficacité? C'est une blague, ce truc-là. Bon, merci à tous. Les services ukrainiens, c'est vraiment la remontada ou la percée de ces 10 dernières années dans la communauté du renseignement. C'est très impressionnant et la particularité des services ukrainiens, c'est des services très dirigés vers l'action violente. On comprend pourquoi, ils sont en guerre. Un haut responsable actuel du renseignement européen m'expliquait même que il y a un mot qui circule dans la communauté, c'est ils se sont mossadisés. C'est-à-dire que le renseignement ukrainien ressemble aujourd'hui au Mossad israélien dans la manière de faire et dans l'audace, dans le culot des opérations, notamment les assassinats ciblés de gradés russes et puis les sabotages, dont celui fameux de Nord Stream, même s'il n'a pas été revendiqué par l'Ukraine et qu'officiellement l'Ukraine réfute avoir quelques responsabilités dans ce sabotage. On imagine qu'il partait de loin, c'est écrit d'ailleurs dans votre dossier, avec un service qui était profondément infiltré par les Russes, donc ils ont fait le ménage ? Complètement. Il y a 10 ans, l'Ukraine, c'était deux choses concernant le renseignement, un service réputé corrompu et un service réputé infiltré par les Russes, pénétré par les Russes, effectivement. Personne ne leur faisait confiance. La CIA américaine les a pris en main, ça a été leur premier sponsor, leur premier soutien. Ils les ont entraînés, ils les ont formés, ils ont eu l'aide du service secret néerlandais, qui est un peu leur relais en Europe continentale, qui a aidé également à former le renseignement ukrainien. Et puis, depuis le début de la guerre en Ukraine, la DGSE et le MI6 britannique prennent le relais. Ils ont également aidé à former les forces ukrainiennes, notamment en ce qui concerne les opérations dont on parlait, les opérations violentes, les sabotages et les assassinats ciblés, même si évidemment rien de tout ça n'est revendiqué, ni affirmé, ni assumé par les services secrets en question. Général, est-ce que ça vous étonne cette comparaison entre les services ukrainiens et le Mossad, les Israéliens ? Non, ça m'étonne pas que l'on dise que les services ukrainiens se mossadisent, entre guillemets. Le Mossad était reconnu et célèbre pour ses opérations parfois très violentes, évidemment, sur ce qui représentait une menace terroriste pour Israël. Mais je reste toujours un peu sceptique dans ces histoires de qui sont les meilleurs et tout. Bon, je sais pas comment, il faudra que je dise complètement le reportage, mais cela dit, c'est intéressant. Et que les Britanniques, en tout cas, soient les premiers, je ne suis pas du tout surpris. Vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup avec les Britanniques. On avait tendance à dire, dès que vous avez un Anglais, vous avez un espion. Mais pas forcément un militaire, c'est dans leur gène. Ouais. C'est pas du tout les gènes français,
Jeune Français, au contraire, il dit ce qu'il sait faire. Bon, c'est la charge. On a quand même c'est la charge. Oui, c'est la charge. On a d'excellents services maintenant de secrets et services de renseignement, bien sûr. Mais c'est moins dans nos gènes que le britannique. Le britannique, par construction, un Anglais, c'est un espion. Moi, j'avais pris la main dans le sac, entre guillemets, un officier qui était dans mon escale en train en échange comme ça, et de noter à la main, si vous voulez, un dossier secret défense qui avait sorti du coffre. Et puis il relevait des petites choses à la main comme ça. Qui travaillait pour les services secrets. Ah ben bien sûr. Mais je note que vous aviez un Britannique dans votre bureau qui avait la clé de l'armoire. Non, c'était filé en tôle. C'était pas dans mon armoire, mais on avait des pilotes d'échange, des Américains, des Anglais, des Allemands. Et l'anglais, quand il regardait les têtes de missiles françaises, il prenait beaucoup d'informations. Les Britanniques en 1, la France en 2, les Pays-Bas en 3 et les Ukrainiens en 4, Vincent Hugeot. Oui, alors une certaine perplexité, je dois l'avouer. J'aimerais savoir si Étienne Girard est encore avec nous. Il est encore avec nous, vous pouvez lui poser une question. Je peux lui poser une question. Et donc, j'aimerais savoir dans le palmarès de l'Express, à quel rang figure précisément le Mossad et la CIA. J'aurais un petit commentaire à faire sur ma surprise de ne pas voir le Mossad sur le podium, justement. Non, merci Vincent, c'est normal. On a classé les services secrets exclusivement européens. Donc on a choisi de ne pas interroger notre jury sur la CIA et le Mossad parce qu'on a considéré que l'Europe était une aire géographique unitaire, qui avait une cohérence et que c'était plus facile, c'est aussi pragmatique, plus facile d'interroger le jury sur des pays qui connaissent tous très bien et qui sont tous des alliés, puisque je vais le rappeler, c'est pas un classement qu'on a fait nous journalistes. On a un jury de 60 professionnels du renseignement, des patrons actuels de services secrets et ex-patrons de services secrets qui ont établi ce classement. Ils ont tous classé leurs services secrets, ce qu'ils ont considéré les meilleurs à la lumière de leur expérience du 1er au 5e, et c'est cette addition de 60 classements qui a donné ce classement général, si je puis dire. Et effectivement, le Royaume-Uni, le MI6 est considéré un peu par tout le monde, par l'immense majorité des votants, comme vraiment le pays référent en matière d'espionnage, un peu le pays qui a formé l'essentiel des services secrets en Europe. Sur ce secteur-là, la France est plutôt un nouvel entrant relativement. Donc cette deuxième place à la lumière du moindre historique de la DGSE est une bonne place. Alors sur cette question du renseignement, je voudrais maintenant qu'on écoute Emmanuel Macron. C'est un son qui date du mois de janvier. Là où l'Ukraine était éminemment dépendante des capacités de renseignement américaines, à une écrasante majorité, il y a 1 an, aujourd'hui, les 2/3 sont fournis par la France. Les 2/3. Mais surtout, nous avons bâti des garanties de sécurité pour le jour d'après la paix de manière crédible. Colonel, les Ukrainiens sont fournis en renseignement aussi par des pays étrangers. Puis le renseignement, il est de différentes natures. Il y a le renseignement électronique, il y a le renseignement à base de satellites, et il y a le renseignement humain. Donc c'est une espèce de, comment dire, c'est une technique extrêmement vaste. Après, chacun a ses spécialités. Les Français sont pas mauvais dans la partie, je dirais, satellite, où ils sont très bons. Donc on va vendre des images, etc. Tout ça concourt en fait à aider les Ukrainiens. Les Ukrainiens aujourd'hui ont un renseignement de très bonne qualité parce que l'ensemble des services de renseignement européens et les armées européennes leur donnent de l'information, leur donnent des images, leur donnent tout ce qu'ils ont. Donc aujourd'hui, il y a un appui extrêmement massif en direction des Ukrainiens. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de transferts de technologie en direction de l'Ukraine. Faut pas l'oublier, parce que ça, on est dans la guerre économique, mais c'est extrêmement important. Un exemple, le Flamingo, il a un système de guidage qui lui est vendu ou donné par Safran. Donc c'est un système français qui donne le système de guidage sur le Flamingo ukrainien. Tout ça, ça crée un environnement extrêmement technologique qui fait que les Européens, d'une façon, je dirais, assez à droite, n'apparaissent pas trop en dehors des financements, mais ils n'apparaissent pas trop, mais en même temps, ils sont extrêmement en appui derrière les Ukrainiens. Étienne nous disait que les services ukrainiens étaient très performants. Il a même comparé avec le Mossad. Quid des espions russes, général? Tout de même, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, hein. Mais aujourd'hui, là où les Russes sont très très forts, c'est la désinformation.
Alors vous allez me dire, c'est pas exactement du renseignement, mais enfin c'est quelque part, c'est son cousin. Et là, nous, on a beaucoup de travail à faire. Souvenons-nous ce qui s'est passé en Afrique. On était vraiment observateur BA de ce que faisaient les Russes et force est de constater que ça peut être très efficace. Et d'ailleurs, c'est un des dangers qu'on a, nous, dans nos démocraties, notamment en France, c'est que les services, notamment russes, observent tous les points de fragilité. Et les points de fragilité, via les réseaux sociaux ou via d'autres actions, on se souvient de quelques actions un peu spectaculaires en France, il faut être extrêmement vigilant parce que les services de renseignement russes peuvent pousser là-dessus, en fait, pour quelque part déstabiliser. Leur intérêt, c'est plus les démocraties sont déstabilisées, plus les pays forts en Europe, comme les Français, comme les Anglais ou les Allemands, sont déstabilisés, mieux c'est pour la Russie. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et bien sûr, en France, à l'approche de la présidentielle, les craintes augmentent sur de possibles opérations d'ingérence russe. Merci Nivin Potros de nous avoir rejoints. On va dire avec vous un mot de l'affaire qui fait la une de l'actualité en ce moment. C'est cette ancienne chroniqueuse pro-russe, Ksenia Fedorova. Hier, la justice française a confirmé son expulsion. Exactement, sauf nouveau recours qui affirmerait le contraire. Ksenia Fedorova n'est plus la bienvenue en France. Les autorités françaises l'accusent de contribuer à la diffusion d'un discours de désinformation et de déstabilisation visant à manipuler l'opinion publique, selon les mots de Laurent Nunez. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, l'a décrit comme, je cite, une agente d'influence. En cause, évidemment, ses interventions sur CNews, Europe 1 ou encore dans le JD News, des médias qui sont tous détenus par Vincent Bolloré. Le milliardaire a fait de Ksenia Fedorova l'une de ses protégées, notamment depuis la fermeture de RT France en 2022. Cette chaîne pro-Kremlin que Ksenia Fedorova a dirigée pendant 5 ans. Depuis, la jeune femme de 45 ans continue de partager son point de vue ouvertement pro-russe. Un point de vue qu'elle estime, elle, avoir le droit de partager librement. Elle s'explique sur son compte X. Je vis en France depuis plus de 10 ans, je paye mes impôts et j'ai une opinion que j'exprime dans le cadre de mon travail de journaliste. La chroniqueuse dénonce une pression politique pour l'empêcher de parler, mais elle prend acte de la décision de justice en précisant qu'actuellement elle se trouve hors de France pour des vacances et sauf si décision de justice contraire, elle ne reviendra pas, hormis si ces mesures sont suspendues ou annulées, pour reprendre ces mots. Pour l'heure, donc, Ksenia Fedorova n'est plus sur le territoire français, mais elle pourrait y revenir un jour, puisque pour l'heure, elle n'a pas encore épuisé tous ses recours judiciaires. Merci beaucoup, Nivin. Et puis, Étienne, il y a en ce moment aussi une opération de déstabilisation qui vient de Moscou, qui vise notamment Raphaël Glucksmann. Racontez-nous, de quoi s'agit-il ? Oui, effectivement, c'est un groupe de hackers téléguidés par le renseignement militaire russe qui, cette fois, diffuse de fausses informations sur Raphaël Glucksmann. Je dis cette fois parce que ce groupe-là, Storm 1516, c'est son nom, il est connu, il est réputé en France pour mener des opérations de désinformation, c'est-à-dire pour faire courir des rumeurs et des choses fausses sur des personnalités politiques en espérant que ce sera relayé et que au fur et à mesure des relais, la source de l'information s'évanouira et que juste le ragot continuera de diffuser. Ça marche en réalité très bien, c'est-à-dire que on a quelques retours sur la façon dont les Russes perçoivent leur campagne de désinformation. Ils sont assez satisfaits du nombre, par exemple, de vues de leurs désinformations sur les JO. Vous vous rappelez qu'ils avaient essayé de faire croire qu'il y avait une invasion de punaises de lit à Paris qui allait complètement oblitérer les Jeux Olympiques et les logements pendant les Jeux Olympiques. Ils sont spécialistes de ça. Ils mènent ça dans tous les pays avec à chaque fois des campagnes adaptées à chaque pays. Donc les personnalités politiques les plus poreuses au complotisme sont diffamées
et également les sujets dépendent des pays. En France, ils ont tendance à beaucoup axer sur l'anti-américanisme et à s'attaquer aux personnalités qui sont perçues comme atlantistes ou proches des États-Unis. Et encore une fois, c'est un axe qui marche assez bien. Et d'après le Canard enchaîné cet après-midi, Édouard Philippe sera aussi victime de cette opération de déstabilisation. Quel est l'objectif de Moscou, Vincent Hugeux ? Eh bien, je reviens un peu aux propos du général Duterte tout à l'heure, c'est-à-dire que l'objectif est évidemment de semer le doute, la suspicion, la discorde au sein des sociétés occidentales ouvertes. Et d'ailleurs, au passage, comme le rappelait Étienne Girard, il s'agit donc de ce groupe Storm 1516, donc inféodé au GRU, donc au renseignement militaire russe, usual suspect dans ce genre d'affaires, multirécidiviste. Et là, en l'occurrence, s'agissant de Raphaël Glucksmann, ils ont repris en quelque sorte le code graphique, les codes du média Blast, en copiant son visuel. Donc l'objectif est toujours le même, repérer les failles sociétales. C'est pas un hasard si Storm 1516, par exemple, avait été très actif pour créer des faux sites d'information locales, à l'échelon extrêmement régional, amplifier par exemple le phénomène de la colère des agriculteurs au moment de l'épisodie de dermatose cellulaire, fantasmer d'hypothétiques rapports entre Emmanuel Macron et Jeffrey Epstein. Enfin, c'est vraiment voilà. Mais dernier point quand même, il y a une question de cohérence dans tout ça, si vous voulez, par rapport notamment à Fedorova. On ne peut pas livrer bataille sur le front de la guerre hybride et épargner un personnage qui en est l'incarnation chimiquement pure. C'est-à-dire quand j'entends qu'on parle d'une journaliste que l'on censurait, enfin pardonnez-moi, Fedorova est autant journaliste que je suis Petit Rat de l'Opéra, Bedeau de Notre-Dame ou Souffleur de verre. Elle n'a jamais été journaliste, elle n'a jamais été titulaire de la carte de presse, elle n'a d'ailleurs jamais demandé. C'est une agente russe et elle a toujours agi ainsi. Donc c'est pas du tout. Quand on nous fait des grands numéros, j'entends son avocat, j'espère qu'elle a le meilleur défenseur et le meilleur conseil, parce que j'entendais l'autre jour expliquer que c'était l'écrasement de la liberté d'expression. Enfin, c'est grotesque. Pas une question de liberté d'expression. Là, en l'occurrence, ce qu'on écrase, c'est le mensonge institué pour semer le chaos et la discorde au sein de notre société. Colonel, on disait les Russes vont aller sur les points de fragilité de la France. Quels sont-ils, ces points de fragilité ? La grande différence par rapport à nous Français, c'est qu'en fait, les Européens, les Français particulièrement, on n'est que défensifs. Alors que les Ukrainiens sont les Russes sont défensifs et offensifs. Et là, ils sont extrêmement puissants. Ils vont déterminer toute une série de points. Mais donc, c'est les hommes politiques, et les élections, les hommes politiques, c'est l'économie, etc., etc. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le cadre de mon bouquin sur Poutine que j'ai eu Lord of War, où j'ai travaillé sur, en fait, les actions de déstabilisation des Russes en Afrique, qui étaient, on en parlait tout à l'heure, qui est déterminant. Ils avaient des outils, de guerre numérique, où ils ont acquis des blogs, des radios, des télévisions, etc. Ils produisent du contenu, des films, etc., etc. Prigojine a produit des films, il aurait pu aller au Festival de Cannes, tant qu'il y était. Exactement. Donc ils avaient du contenu et le vecteur, premier point. Puis le deuxième point, ça c'est la partie, je dirais, visible, je dirais presque présentable. Et de l'autre côté, vous avez la partie déstabilisation qui fonctionne avec les fermatrolles. Donc vous avez des endroits extrêmement bizarres et vous avez des personnages qui envoient des milliers de tweets, d'emails, etc., de partout. Donc vous avez une espèce d'information permanente qui tourne et vous finissez par le croire. Donc c'est exactement ça. Et ça, ils le font très très bien et massivement. Moi j'ai travaillé à un moment donné quand j'étais là, mais il y a quelques années, je travaillais pour une boîte de jeux vidéo qui était en Chine et qui s'appelait Infogrames, et on travaillait sur la capacité des Russes, encore une fois, à travailler dans ce domaine-là, dans le domaine, encore une fois, de tout ce qui était jeux vidéo. Ils étaient extrêmement performants. Tout ce qui était transmission, etc. Donc encore une fois, ils sont doués, ils le font et ils le font absolument sans vergogne. Très rapidement, Étienne, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais on a des contenus, Vincent en parlait un peu, mais qui sont trompeurs en fait, qui reprennent des codes de réels médias. Complètement, ça va reprendre les couleurs, le blason, le logo d'un média, ça va parfois reprendre le titre du média, sauf que ce qui sera écrit à l'intérieur de l'article sera faux. C'est toute la subtilité très relative de Storm 1516, parce que c'est pas si subtil que ça, mais c'est que de loin, ça peut apparaître comme une information légitime, une information d'un vrai média, et que la fausseté, la diffamation est camouflée au cœur de l'article. C'est pas si subtil que ça, et la force des Russes, c'est quand même d'agir sur la quantité, c'est-à-dire il y a un tel déversoir
de fausses informations que il y en a 10 qui ne prennent pas, mais il y en a toujours une qui finit par prendre sur un forum, un réseau social et qui a beaucoup de succès et ça les contente, ça les satisfait. Merci beaucoup. Merci Étienne Girard. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné dans l'animation du Grand Dossier. Il est 18h, c'est l'heure du journal avec vous, Nivine. Bonjour Céline, bonjour à tous. À la une de l'actualité, 402 personnes ont été interpellées depuis le début de l'été en lien avec les incendies qui ravagent la France depuis plusieurs semaines. Parmi eux, 156 mineurs selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Au total, on dénombre plus de 14 000 départs de feu et plus de 120 000 hectares partis en fumée. Si pour l'heure la situation semble sous contrôle, la vigilance reste de mise selon Laurent Nunez. Écoutez. Mais on reste évidemment extrêmement vigilant, puisque les conditions climatiques, elles restent favorables au déclenchement d'incendies. On a eu encore une fois hier de nombreux départs de feu qui ont pu être fixés assez vite, mais qui ont demandé un engagement important. C'était le cas à Carcassonne, tout le monde l'a vu. C'est le cas d'ailleurs au moment où on se parle dans les départements de l'Ariège, de l'Ardèche, où on a des moyens aériens qui sont engagés. 5 jours après l'afflux massif de migrants dans l'exclave espagnole de Ceuta, l'Europe renforce les contrôles aux frontières de l'Espagne et de l'Italie. Une réunion en visioconférence est tenue à ce sujet ce midi entre les ministres de l'Intérieur européens. Et contrairement à ce que réclamait l'Italie, une révision des règles de l'espace Schengen n'a pas été décidée. Écoutez à ce propos Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle. On a un espace Schengen, que les solutions pseudo-miracles qu'avancent certains en expliquant il n'y a qu'à en sortir ou il n'y a qu'à en sortir un pays, en réalité sont absolument impossibles et inatteignables, qu'il faut être pragmatique et de bon sens, et qu'il y a une réflexion à avoir notamment sur le fait qu'un pays membre de Schengen qui décide unilatéralement de régulation massive ne peut pas le faire en ayant un impact sur les autres pays de l'espace Schengen. Et c'est ça la réflexion qu'on doit avoir à l'avenir au niveau européen. Et j'ajoute à ce sujet que sur les 72 000 migrants entrés illégalement sur le territoire espagnol, à 70 000 sont finalement retournés au Maroc. Selon le ministre espagnol de l'Intérieur, le bilan provisoire des autorités espagnoles fait état d'au moins 75 morts. Toujours à l'étranger, Donald Trump donne 24 heures à l'Iran pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Le président américain exige que Téhéran parvienne à un accord avec Oman d'ici demain. Selon Marco Rubio, les négociations sont en train de porter leurs fruits et des navires circulent déjà dans le corridor maritime. Écoutez le secrétaire d'État américain à ce sujet. Je pense que l'accord immédiat, celui sur lequel on met beaucoup l'accent en ce moment, c'est le détroit d'Ormuz. Parce que dans le détroit, vous savez, il y a des navires qui passent. Il y a du pétrole qui circule en ce moment à travers le détroit. Donc le détroit est ouvert. Néanmoins, je pense qu'il y a une conversation et une négociation dans lesquelles nous sommes impliqués, entre Oman et l'Iran, sur la façon de permettre à plus de navires de passer en toute sécurité à court terme, pendant que nous avançons vers ces discussions à plus long terme sur la dénucléarisation. En France, la garde à vue du chef cuisinier Jean Imbert a été prolongée de 24 heures. Le chef des stars est accusé de violence conjugale par 3 de ses ex-compagnes, dont l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld. Voilà pour l'essentiel de l'information à 18h sur LCI. Restez avec nous dans un instant. Thomas Misraki et ses invités pour 24 heures.